Merci. Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants d'Accueil et Liaison pour arrivants. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons par la suite à la période des échanges avec les membres de la commission. À 1 minute de la fin, comme je vous ai dit tantôt, je vais vous faire une indication et je vous invite donc à vous présenter puis à débuter. Plaisir. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, mon nom est Éric Mallette et je suis membre du conseil d'administration d'ALPA, Accueil Liaison pour arrivants, et je suis en compagnie de René Fréchette, notre directeur général. Je veux d'abord vous remercier de nous avoir invités, c'est un bel honneur, et nos commentaires et nos recommandations sont ceux d'une organisation qui travaille tous les jours avec les personnes immigrantes et les employeurs sur le terrain. ALPA est situé dans l'est de Montréal, près du stade olympique. Chaque année, notre excellente équipe de 22 spécialistes, dont plusieurs sont issus de la diversité, accompagne plusieurs milliers de nouveaux arrivants de l'ensemble du territoire de la métropole. ALPA parle 10 langues. Notre offre intégrée de services couvre 4 volets: l'accueil et l'intégration, la francisation, l'emploi, la régionalisation. Nous fêterons notre 35e anniversaire d'existence cette année. Tant à Montréal que pour les régions du Québec, ALPA est un partenaire important dans le succès du parcours d'intégration des nouveaux arrivants. Je parie que des familles desservies par ALPA vivent dans vos circonscriptions. Comme membre du conseil d'administration, je m'implique dans cette cause parce que j'y crois profondément et bien sincèrement. Depuis 10 ans, en plus de faire ALPA, je suis aussi associé dans un cabinet de recrutement et de formation à Montréal, la Tête chercheuse. Je constate sur le terrain à quel point la tâche est complexe pour les immigrants et aussi pour les employeurs qui veulent les accueillir ou qui les accueillent. Le CA multidimensionnel d'ALPA est diversifié et très solide. Les compétences des 7 membres sont variées et complémentaires, leur provenance étant institutionnelle que corporative. Nous demeurons très vigilants sur les meilleures pratiques de gouvernance et avons récemment adopté une planification stratégique triennale. Nous nous sommes aussi dotés d'une vision, soit celle de devenir la référence au Québec en matière des services aux personnes immigrantes. Rien de moins. La planification stratégique vise plusieurs objectifs qui sont spécifiques, mesurables et ancrés dans un échéancier. J'en souligne 2. L'évaluation en profondeur et la révision des programmes dans un souci d'amélioration continue et un rapprochement avec les employeurs. Notre organisation est agile. Nous gardons l'œil ouvert pour toujours mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Tous nos dossiers sont traités électroniquement pour mieux suivre le parcours des participants. Nous offrons des heures d'ouverture plus étendues le soir et les samedis, incluant les classes de français. Et on s'implique dans de nombreux comités du milieu des affaires, du milieu communautaire et dans les réseaux spécialisés en immigration. Bref, notre démarche est sérieuse et appuyée par des experts de divers secteurs d'activité. Pour vous présenter les commentaires et les recommandations d'ALPA sur le projet de loi 9, je laisse la parole à René Fréchette, directeur général. Merci. Merci de votre accueil. J'aborderai 3 thèmes, tous avec la perspective de l'engagement partagé. D'abord, l'engagement individuel, puis l'engagement collectif, et enfin, je vais vous parler de régionalisation. Ça va faire un beau lien avec ce que vous avez entendu avant moi. L'engagement partagé implique d'abord la personne immigrante. Il vise à renforcer son pouvoir d'agir pour qu'elle puisse participer pleinement dans toutes les sphères de la vie en société. Pour que l'intégration réussisse, le modèle exige une implication de la société d'accueil qui doit aussi s'engager pleinement. Parlons d'abord de l'engagement individuel de chaque personne immigrante à prendre part à la vie québécoise. À sa première visite chez ALPA, chaque nouvel arrivant rencontre un membre de notre équipe qui évalue ses besoins en s'assurant de couvrir à la fois les dimensions économiques, linguistiques, culturelles, citoyennes et communautaires. ALPA compte 35 ans d'expérience dans le développement de tels parcours. Nous tenons à renforcer l'importance de le réviser et de l'adapter tout au long du parcours d'immigration. Ça permet 3 choses. Ça permet de tenir compte des besoins spécifiques de la personne et d'offrir un soutien plus efficace s'il y a des besoins accrus. Ça permet aussi de couvrir les dimensions de la vie adulte, connaître comme la maîtrise du français, comprendre le marché du travail,
ou encore la compréhension des valeurs et des codes de la vie quotidienne au Québec. Aussi, ça favorise le sentiment d'appartenance au Québec en offrant les clés de la réussite aux personnes immigrantes. À cet égard, ALPA salue les conclusions du rapport de la vérificatrice générale du Québec et l'article 4, 6e point du projet de loi, portant sur le renforcement de la connaissance des besoins pour offrir des services adaptés et à mesurer la satisfaction de la clientèle quant aux services reçus. Nous confirmons volontiers notre engagement à toujours mieux adapter notre offre de services. On le fera à partir de nos analyses, mais aussi à partir des résultats des études qui seront effectuées par le MIDI, comme mentionné au 9e point de l'article 3 du projet de loi. Nous souhaiterions que les données que recueillera le MIDI soient partagées. Nous allons maintenant parler d'un point auquel je crois profondément. Il s'agit de l'engagement collectif de la société, notamment l'engagement des employeurs à soutenir l'intégration des personnes immigrantes. Pour répondre à la nouvelle réalité du marché du travail, un marché où le recrutement de la main-d'œuvre qualifiée et le maintien en emploi sont des défis, ALPA veut se rapprocher des employeurs. C'est un objectif de notre plan stratégique. L'organisme créera dès cette année une nouvelle direction de développement et services aux entreprises. Une équipe de conseillers de confiance en diversité accompagnera donc les employeurs dans une démarche personnalisée en s'appuyant sur des diagnostics rigoureux. Pour ce projet pilote, nous sommes en lien avec le Conseil du patronat du Québec qui nous confirme que même si des boîtes à outils génériques existent, les employeurs veulent parler à des conseillers qui comprennent leurs besoins spécifiques et qui sont prêts à les épauler dans leur démarche. On pourra ainsi démystifier, par exemple, les questions de reconnaissance des compétences, de formation et d'expérience de travail, offrir des services de médiation interculturelle pour favoriser le maintien en emploi et développer une offre de formation. Cette initiative d'ALPA permettra aussi de favoriser un meilleur arrimage entre les besoins de l'employeur et les compétences des personnes immigrantes déjà établies au Québec, appuyer les employeurs, notamment les PME, qui généralement n'ont pas de service des ressources humaines, pour mieux gérer la diversité et prévenir la discrimination. Par exemple, l'implantation de programmes de parrainage et de mentorat interculturel a prouvé son efficacité en milieu de travail. ALPA salue l'orientation préconisée dans l'article 10 du projet de loi 9 qui permet au gouvernement d'imposer par règlement des conditions aux employeurs pour le recrutement de personnes immigrantes ou pour la validation d'une offre d'emploi. À titre d'exemple, le gouvernement a récemment obligé les entreprises à se doter de politiques sur la prévention du harcèlement. Avec un accompagnement, les employeurs ont pu se préparer adéquatement à cette transition. Une approche similaire ne pourrait-elle pas s'appliquer en gestion de la diversité? Enfin, je vous parle de la régionalisation de l'immigration qui doit allier l'engagement individuel et l'engagement collectif pour réussir. ALPA reconnaît que la présence des personnes immigrantes à l'extérieur de la région de Montréal pourrait être plus élevée si les conditions propices étaient réunies. Comment sous-peser les avantages et inconvénients d'une approche qui cherche à encourager, comparativement à une approche que nous voyons comme contraignante à l'article 9 du projet de loi? Notre expérience sur le terrain démontre que l'engagement forcé donne rarement des résultats positifs à long terme. Je citerai 3 exemples de mesures auxquelles on pourrait penser pour améliorer les chances de succès de la régionalisation. Améliorer l'information disponible à l'étranger sur les régions du Québec pour contrer la méconnaissance des réalités régionales et mettre en place un accompagnement personnalisé dès l'étranger. S'assurer de la disponibilité des services d'accompagnement dans toutes les régions du Québec où l'offre varie. Enfin, poursuivre les efforts amorcés pour développer des pratiques innovantes, comme le projet pilote du Midi en cours à Montréal en ce moment, en concertation avec 3 organismes, dont ALPA, et qui travaillent en partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Les débouchés de ce type de partenariat sont déjà porteurs, comme les campagnes publicitaires ciblées ou les séjours exploratoires collés aux besoins des employeurs des régions. Avant de conclure, voici une synthèse des recommandations que vous trouvez dans notre mémoire. Sur l'engagement individuel, on souhaite offrir un accompagnement personnalisé à la personne immigrante qui s'engage dans un parcours à partir de l'étranger. Pour être pertinent et efficace, il est essentiel que ce parcours soit souple, flexible et adapté aux besoins différenciés de chaque personne
quel que soit son statut et son parcours migratoire. En ce sens, la mise à profit de l'expertise éprouvée des organismes spécialisés dans l'accueil, et le soutien à l'intégration est un gage de réussite. Recommandations sur l'engagement collectif de la société. Sur le plan collectif, Simplement toujours vous dans une mentionnez perspective... qu'il vous reste 1 minute. 1 minute? Ah, D'accord. le ministre vous offre 6 minutes. Merci beaucoup, M. Jolin Barrette. Sur le plan collectif, toujours dans une perspective d'engagement partagé, le Québec doit mettre tout en œuvre pour mieux accompagner les employeurs, lesquels seraient assujettis à de nouvelles conditions, afin que les personnes immigrantes deviennent une solution encore plus pertinente à la sévère pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement. Dernière recommandation, l'importance des enjeux de régionalisation commande un effort accru assorti d'investissements de ressources et de moyens conséquents dans toutes les régions du Québec. Pour réussir, la mobilisation et la concertation de tous les acteurs s'imposent. Fort de 35 ans d'expérience, donc, et j'achève, c'est promis, ALPA a contribué au succès du parcours de milliers de personnes immigrantes devenues des citoyennes et des citoyens du Québec. L'emploi étant un volet important du projet de loi, nous croyons qu'il faut garder une image d'employeur de choix pour le Québec afin qu'il rayonne à travers le monde. Il faut assurer que les personnes immigrantes voient le Québec comme une société inclusive où l'on peut réaliser ses plus belles ambitions. Soyons assurés qu'ils passeront ensuite le mot. Chez ALPA, nous souhaitons collaborer avec vous dans le cadre de ce vaste chantier qui vise à mettre en place des conditions qui favoriseront une intégration réussie. Quand tous les acteurs de la société s'engagent pleinement de façon collaborative, tout le monde y gagne. Je vous remercie de votre écoute. Nous espérons pouvoir alimenter vos réflexions. Et bien sincèrement, merci pour le travail que vous faites au sein de cette commission. Le chasseur de tête en moi sait que ça ne doit pas toujours être facile. Merci. Je vous remercie pour votre intéressant exposé. Nous allons maintenant débuter la période des échanges. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente, Monsieur Fréchette, Monsieur Mallette. Merci beaucoup pour votre présentation. D'entrée de jeu, je tiens à vous remercier aussi puis à vous féliciter pour le travail que vous faites. Donc, j'ai compris 22 professionnels qui sont chez vous, qui travaillent à temps plein, plus de 1000 personnes en francisation par année dans une trentaine de classes aussi. Honnêtement, ça, c'est un bel exemple du travail qui est fait par les organismes en collaboration avec le ministère. Puis moi, c'est ce que je veux qu'on fasse, que tous les partenaires puissent travailler en collaboration. Dans le projet de loi 9, ce qu'on fait, c'est que le ministère de l'Immigration vient coordonner l'action des ministères, qu'on parle d'une seule voix maintenant, qu'il y ait un ministère d'imputable pour l'immigration, l'intégration et la francisation. Puis on veut continuer à collaborer avec les partenaires du réseau, alors qu'ils soient institutionnels ou comme vous, qu'ils soient communautaires. Donc, lâchez pas votre bon travail, on continue. Sur la question de la régionalisation, vous nous recommandez, à la recommandation 3, de prendre des campagnes de sensibilisation pour l'intégration, sensibiliser la communauté d'accueil à la régionalisation. Je suis d'accord avec vous. Encore faut-il qu'on réussisse à amener les gens dans les différentes régions. Avez-vous des suggestions de stratégies pour réussir à accompagner les gens en région? C'est sûr qu'avec le nouveau système, là, je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'on souhaite donner, entre autres, la priorité aux personnes immigrantes avec le nouveau système qui vont avoir une offre d'emploi validée en région, puis faire en sorte que lorsqu'ils ont l'emploi, il y a un maillage, on les envoie en région directement, mais pour maintenir là, les gens en région, ou même pour les inciter. Tantôt, les gens, parmi vos prédécesseurs qui sont venus, ils disaient, bon, il y a 11,4 % de taux de chômage chez les immigrants de moins de 5 ans, supposons dans la région de Montréal. Comment on fait pour vendre les régions, pour inviter les gens en région? Il y a plusieurs façons de l'envisager, cette situation-là. Quand on référait aux campagnes de sensibilisation, on parlait aux campagnes de sensibilisation dans les milieux d'accueil. On a beaucoup parlé de l'emploi comme vecteur principal d'intégration. C'est sûr que quand le frigo est vide, il n'y a pas grand monde qui a le goût de rester nulle part. Donc, l'emploi, c'est la base. Maintenant, la régionalisation, c'est souvent une situation qui se vit en famille. Il faut donc s'assurer qu'il y a des ressources compétentes pour faire de l'accompagnement spécialisé dans les milieux d'accueil. Puis quand je mentionnais tout à l'heure que l'offre varie,
Bien, elle varie dans la taille des organisations. Bon, ALPA, on a 22 spécialistes dans les différents secteurs dont on vous a parlé. Donc, c'est sûr que nous, ça fait 35 ans qu'on vit tous les jours des situations d'accueil. Dans les régions, il n'y a pas nécessairement les infrastructures en termes de connaissance de l'immigration. Donc, il peut y avoir des organismes familles, il peut y avoir des organismes jeunesse, mais c'est une toute autre réalité que d'accompagner une famille issue de l'immigration que juste une famille qui est partie de la municipalité d'à côté puis qui vient s'installer puis qui ne connaît pas trop les services. Donc, il y a des besoins de services dans différentes langues. Je sais que vous en avez parlé abondamment de la francisation. La décision de famille d'aller s'installer en région, il faut que tout le monde soit capable de se franciser. Les enfants vont à l'école, le père va au travail. Si l'épouse reste à la maison, bien ça va peut-être faire en sorte que 6 mois plus tard, s'il n'y a personne qui lui adresse la parole et qu'elle n'a pas encore commencé à se franciser, qu'elle va être la première à dire « Chérie, t'as beau avoir un emploi, mais moi, c'est fini. On reprend les affaires et on s'en va à Montréal parce que là-bas, je peux parler à des gens. Et peut-être je vais pouvoir me franciser si l'offre n'est pas bien structurée dans la région où ils sont. » Donc, des services pertinents, des campagnes de sensibilisation des milieux d'accueil, la concertation des milieux d'accueil. Les employeurs ne peuvent pas porter sur leurs épaules le poids de l'intégration. Ils en ont trop. Donc, quand l'autre jour, j'ai un employeur qui est chez moi, dans mon bureau, et qui me dit « Écoutez, va-tu falloir que j'aille à la caisse populaire avec la famille? » Ma réponse fut « Peut-être pour vous, mais il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui y aille. » Et il faut qu'on soit capable d'outiller les milieux d'accueil, que les gens comprennent que... C'est toujours l'exemple que je donne, il y a peut-être des Tremblay et des Gagnon dans la salle, là, mais si vous appelez Tremblay et Gagnon et que vous êtes installé dans la région, il n'y a pas personne qui a besoin de vous expliquer comment ça marche la Caisse populaire. Mais si vous arrivez d'ailleurs, il faut qu'il y ait des ressources compétentes. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est que les gens qui arrivent en région, on leur offre un emploi, puis on se dit, bien, regarde, tu as une job, tu devrais être content. Mais ça ne marche pas juste, la job. Ça prend plus que ça. Et toutes ces facettes-là, c'est le milieu qui doit se concerter. Il y en a eu des expériences à succès à travers le Québec. Je pense à l'Abitibi, entre autres, où il y a eu des organismes qui se sont concertés avec tout le milieu. Et quand ta job est menacée, puis que tu te dis, pour que notre entreprise survive, ça va prendre de la main-d'œuvre supplémentaire. On est rendu là, vous l'entendez, depuis le début de la commission. Et qu'il y a des immigrants qui peuvent faire partie de la solution, mais s'ils arrivent, il faut qu'on les garde. Là, les gens vont commencer à se mobiliser. Donc, moi, je pense que c'est l'effort, quand je parlais d'engagement collectif, de concertation des milieux, c'est des moyens qui existent, puis il y en a d'autres qu'on suggère dans le mémoire. Donc, je vous dirais que, mais le mot à retenir, pour moi, c'est concertation. C'est une responsabilité partagée, dans le fond. La société d'accueil a autant de responsabilités que la personne migrante. Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est pour ça que dans le projet de loi 9, on veut faire un parcours d'accompagnement personnalisé, déjà dès l'étranger, pour faire en sorte que les gens, il y a déjà des ressources, puis que par la suite, ici, le ministère de l'Immigration retrouve son rôle de leadership, puis participe, fasse un suivi d'accompagnement, puis qu'on déploie vraiment les ressources pour voir que tout va bien. Mais il faut travailler avec les organismes comme vous, puis il faut bonifier ça également. Sur la question, là, sur la recommandation, sur l'engagement individuel de chaque personne migrante à prendre part activement à la vie québécoise dans le respect des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte, là aussi, vous voulez qu'on amène un accompagnement pour faire connaître le Québec, dans le fond. Oui, tout à fait. Le parcours personnalisé à partir de l'étranger, tout à fait une bonne idée, parce que mieux on est préparé, plus il y a de chances, en fait, que le parcours réussisse. Je soulève peut-être un drapeau en disant qu'il existe le besoin que ce parcours-là soit modulé en cours de route. Donc, il faut des experts. Dans notre cas, on se définit comme des professionnels dans le domaine de l'intégration. Donc, on est capable de réajuster ce programme-là qui devrait être un outil pour toutes les personnes immigrantes. Donc, tous sans exception. En ce moment, il y a une étude du BINAM, le Bureau d'immigration de la Ville de Montréal, qui nous dit qu'il y a presque au-delà de 40 % des immigrants qui ignorent
tout de l'existence des services d'accueil et d'intégration. 40%. Fait que si vous pensez aux chiffres que vous avez entendus tout à l'heure, là, je ne me souviens pas du chiffre qu'on vous a donné du pourcentage des migrants qui s'installent à Montréal versus les régions, ça fait beaucoup de gens qui sont laissés dans le noir et qui perdent du temps. C'est ça l'enjeu principal, c'est qu'il y a une perte de temps colossale parce qu'on ne sait pas où aller. Donc, quand il y a des portes qui ne sont pas les bonnes, on prend des jobs qui ne sont pas les bonnes parce qu'on a été mal conseillé, notre voisin, notre cousin. Lui, il sait, hein, parce que lui, il a immigré il y a 10 ans, puis il va vous dire, regarde, fais pas ça, fais comme ce que je te dis. Alors que nous, on se réclame d'être des organismes qui sont capables d'éviter ces problématiques-là. Donc, l'accompagnement personnalisé, oui, mais fait par des spécialistes qui connaissent ça et qui sont capables de réajuster le tir en cours de route. Sur la question là, des jumelages interculturels, là, j'aimerais ça vous entendre un peu plus là-dessus. Qu'est-ce que vous envisagez par les jumelages interculturels? Bien, c'est une formule qui existe déjà. Elle existe à Montréal, elle existe parfois en région. Tout à l'heure, vous me demandiez un truc pour que ça fonctionne en régionalisation. Le jumelage interculturel, c'est une formule qui est éprouvée, qui fonctionne bien. Donc, une famille qui arrive de l'extérieur et qui est prise sous l'aile d'une famille québécoise et qui se charge, pas dire qu'ils vivent en commune, là, mais qui se charge d'aller cogner à la porte puis d'éviter que ça fait 5 jours qu'il n'y a personne qui nous a adressé la parole. Non, il y a toujours quelqu'un qui appelle pour vérifier. Regarde, on s'en va au ballon-ballet ce soir. Mon Dieu, le ballon-ballet, que je ne sais pas d'où vient cet exemple-là, mais en tout cas, c'est le fun, hein, jouer au ballon-ballet. Donc, on s'en va faire du sport, on s'en va voir un spectacle, on s'en va participer à une activité. Venez avec nous. Et l'épouse, qui souvent est celle qui se retrouve à la maison, bien, il y a quelqu'un qui s'occupe de son intégration. Le jumelage interculturel, c'est dans ce sens-là. Les deux cultures se marient, puis l'objectif, c'est pas d'assimiler les gens. Ils vont toujours rester des immigrants dans leur cœur, dans le sens qu'ils vont toujours garder leurs racines, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils s'intègrent à la vie québécoise. On ne leur demande pas de devenir des Tremblay et des Gagnons. On leur demande de vivre en harmonie avec les Tremblay et les Gagnons de ce monde, puis de toutes les autres familles, les Fréchettes, les Mallettes et compagnie. Si je peux me permettre aussi, M. le ministre, les équivalents à ça existent en termes de parrainage et de mentorat au sein des entreprises. Donc, avec notre nouveau service qu'on veut offrir, la division de développement et de services aux entreprises, une des suggestions sera justement d'encourager ce parrainage et ce mentorat qui, au-delà des murs de l'entreprise, peut perdurer également dans la société. Et ça fait que des individus qui sont parfois bien intégrés au travail réussissent aussi à s'intégrer en communauté. Je vous remercie grandement pour votre présentation. J'ai des collègues, je sais, qui veulent poser des questions, mais merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le ministre. J'invite maintenant le député de Sainte-Rose à prendre la parole. Madame la Présidente, merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais en fait 2 questions. Sont peut-être larges. Je vous demanderai d'être succinct, s'il vous plaît, par équité à mes collègues. Quand vous dites interculturalisme, c'est un terme qui est souvent discuté ici, mais j'aimerais ça entendre votre définition de l'interculturalisme, surtout quand on le compare au multiculturalisme, s'il vous plaît. L'interculturalisme amène un véritable échange de cultures. Chacun garde sa culture en partie, à tout le moins, mais il se construit des ponts entre les deux. Multiculturalisme, on peut rester chacun chez nous, puis rester qui on est, puis on vit tous dans la même société, oui, mais dans l'interculturalisme, puis au Québec, l'interculturalisme, c'est teinté du fait français, il y a donc cette particularité qui amène les gens à devoir créer des ponts entre les cultures, et là, il y a un rapprochement qui s'effectue dans un contexte d'interculturalité. Le contexte interculturel. Fait que, si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que dans un monde multiculturaliste, dans le fond, on n'a pas grand-chose à faire en tant que société d'accueil puis la personne qui est reçue, mais dans l'interculturalisme, mais là, il y a une obligation et de la société accueillante et de la personne qui vient. L'engagement partagé dont je parlais tout à l'heure, tout à fait. Et
l'interculturalisme. Oui, Parfait. oui, tout à fait. L'inclusion versus l'intégration aussi. Oui. Ben, OK. Je comprends, puis c'est ce que j'avais compris. Merci. La deuxième question que j'ai, vous parlez, puis j'ai trouvé ça intriguant, je suis curieux, vous parlez d'imposer des conditions à l'employeur sur la francisation. Est-ce que vous pouvez élaborer davantage là-dessus? Dans les faits, c'est dans le projet de loi. Le projet de loi parle d'imposer des conditions aux employeurs. Ces conditions-là vont être imposées par règlement. Donc, nous, c'est des pistes qu'on a suggérées en lien, entre autres, avec la francisation, parce que au cœur de tout ce projet de loi, il y a un fil conducteur qu'on voit beaucoup, c'est la volonté de franciser les personnes immigrantes. Donc, quand on réfère dans les conditions et qu'on apporte des pistes, il y en a, entre autres, qui parlent de certificat de francisation. C'est une des solutions qu'on propose en lien avec cette notion de condition du projet de loi. Donc, à votre sens, dans l'esprit de l'interculturalisme, vous ne voyez pas de problème à ce que d'un côté, une partie demande quelque chose de la personne qui est reçue, mais de l'autre côté, l'employeur qui va en subir aussi un bénéfice et la société aussi qui va l'accueillir a une responsabilité. C'est la notion d'engagement partagé. Donc, quand je viens vivre, oui, je m'engage dans un processus où est-ce que j'ai fait le choix de venir vivre dans une région où on parle français. Donc, oui, c'est l'engagement partagé, effectivement. Merci beaucoup. Bienvenue. Y a-t-il d'autres interventions de la part du groupe Format? Est-ce que le député de Pau-Sud désire prendre la parole? Effectivement, je peux trouver un sujet, Madame la Présidente. Moi, il nous reste combien de temps? Juste un moment, j'ai l'impression que... Ah oui, je peux les laisser à la députée de Bellechasse sans problème. Alors, la députée de Bellechasse, je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci d'être là d'abord. C'est très intéressant la manière dont vous nous abordez le sujet. Vous avez traité tout à l'heure, vous vous êtes définis comme des professionnels de l'accueil d'immigrants. Puis on voit dans les régions et un peu partout beaucoup d'initiatives se créer. Puis c'est tant mieux, c'est merveilleux. Par contre, on a un souci de cohérence dans tout ça, puis d'arrimage. Est-ce que vous avez une vision d'une organisation qui devrait ou qui serait souhaitable d'avoir dans nos régions pour que tout ça, bien, ça se tienne et puis qu'on puisse bénéficier de cet apport-là? La mobilisation, c'est la base de tout. Hein. On a entendu les gens de la Fédération des municipalités dire à quel point les milieux se mobilisaient. Donc, c'est le point de départ. En termes d'organisation, j'aurais tendance à vous dire que ce qui est difficile pour les personnes immigrantes, c'est de se démêler dans tout ce qui existe comme service. Et c'est dans les initiatives qu'on propose en termes de régionalisation, qu'on suggère, en fait, qui est de créer la concertation va amener les gens à centraliser les services. Donc, c'est sûr que quand l'offre de service, elle est intégrée, puis qu'on n'a pas besoin d'aller cogner à 5 organisations différentes, c'est beaucoup plus facilitant dans la démarche d'intégration. Donc, ma suggestion, c'est vraiment, par rapport à votre question, d'amener des regroupements d'individus puis de centraliser les services. À cet égard-là, le rôle du Midi d'agir comme élément centre de coordination, en quelque sorte, des ressources, c'est une bonne nouvelle. Merci. Est-ce que le député de Beau-Sud désire prendre la parole? Il vous resterait 6 minutes. Il vous resterait 6 minutes. Oh, quand même, hein? Je peux vous le donner. Ben, si tantôt vous m'en redonnez, par exemple. Ça, je suis pas certain. Je suis pas certain, par exemple. Les amis, on va se concentrer sur les échanges avec nos invités. De vous entendre, votre présentation était très claire. Alors, c'est peut-être pour ça que les questions se font un peu tardives, mais quand même, vous avez une expertise depuis 1984, ce qui n'est pas banal et également qui, j'imagine, est assez rare dans l'univers de tout ce qui se fait en matière d'immigration au Québec depuis plusieurs années. Là où je souhaitais vous entendre, parce qu'on parle beaucoup de vagues d'immigration, que ce soit la première, la deuxième, la troisième vague d'immigration, le projet de loi parle beaucoup de l'élément présent où on parle des futurs immigrants qui viendront collaborer à l'essor économique, social et culturel du Québec. Mais je veux vous entendre sur les gens qui sont ici depuis longtemps
et qui ont réussi à s'intégrer. Quelle a été, selon vous, la clé de voûte pour favoriser cette immigration-là? Parce que très souvent, il y a des gens qui venaient immigrer ici et l'homme ou la femme demeurait à la maison pour élever la famille. Donc, ça a apporté certains retards de francisation. J'ai bien dit l'homme ou la femme demeurait à la maison. Je l'ai spécifié. Effectivement. Alors, je l'ai respécifié. C'est très important parce que c'est un choix très noble que ces gens-là faisaient, mais ça a apporté des défis en matière d'intégration. Alors, comment aviez-vous fait avec si peu de ressources au début, en 1984, pour quand même avoir des exemples extraordinaires de réussite en matière d'immigration? J'étais pas là en 84, mais ce que je peux vous dire, c'est que la formule qui fonctionne, c'est celle qu'on a appliquée puis qui est dans le projet de loi, c'est l'approche personnalisée. C'est faire en sorte qu'il n'y a pas deux parcours identiques. Tous les gens sont uniques, ont des histoires uniques, et c'est la capacité que nous, on a comme équipe d'accompagnement de s'adapter à ces besoins-là, de les déceler, puis d'être en mesure d'orienter vers les bonnes ressources. Et c'est là que l'intégration à la société réussit mieux. Donc, pour avoir vu ce que mes prédécesseurs ont fait au sein de l'organisation ALPA, c'est cette question de personnalisation des services qu'on fait en accueil, en intégration, qu'on fait en francisation, un peu moins parce que les services sont dispensés par le Midi, donc notre rôle comme organisme communautaire en francisation il est relativement limité. On a développé des services complémentaires comme des ateliers de conversation, par exemple, qui permettent aux gens de pratiquer en dehors des heures de cours. En emploi, parcours personnalisé, puis en régionalisation, parcours personnalisé. Donc, le mot-clé, c'est personnalisé. Et j'imagine, au bout de tout ça, on ne fait pas ça tout seul. Hein? Bien entendu, vous avez l'impulsion, vous avez la volonté, comme vous le dites, d'intégration, de franciser et tout ça. Tout à l'heure, on était avec les gens de la Ville de Montréal qui, à juste titre, mutuellement, on se rappelait l'importance de la francisation, puis on se rappelait l'importance également d'accompagner les gens qui sont déjà au Québec et qui n'ont pas réussi à apprendre suffisamment le français, à trouver des outils pour pouvoir le faire. Alors, est-ce que vous avez une écoute ou du moins une très ferme volonté de la part de vos partenaires de mettre le pied sur l'accélérateur pour la francisation, y compris pour les gens qui demeurent actuellement au Québec? Parce que tout ça a un effet multiplicateur, hein, on s'entend. Les gens qui viendront au Québec dans les prochaines années, s'ils arrivent dans un bassin où les gens soit apprennent le français, sont déjà francisés en guillemets, ça va faciliter l'intégration et tout ça. Alors, est-ce que vos partenaires ont cette vision-là, même à travers les immigrants qui sont ici présentement? Je vais élargir ma réponse à plus que juste la francisation. Les immigrants qui sont de deuxième génération, de troisième génération, il y a une problématique importante, c'est qu'ils n'ont souvent pas accès aux services d'organismes comme nous. Et on présume parfois que, puis je sais qu'il y a des discussions en ce moment, là, les services d'accueil, c'est en train d'évoluer, mais au moment où on se parle, on est beaucoup sur une contrainte de 0,5 ans. Donc, après 5 ans, on considère que la personne est intégrée, ce qui n'est pas le cas. Tantôt, je trouvais ça merveilleux qu'à Kamouraska, on réussisse à apprendre le français en 3 ans. Ça m'apparaît court pour venir à bout de faire tout ça, mais nous, on accompagne des gens qui sont là depuis 5 ans et qui tergiversent encore avec un certain nombre d'objectifs dans leur parcours d'intégration. Donc, oui, il y a une volonté de francisation, il y a une volonté des partenaires avec lesquels on travaille, mais il y a aussi un certain nombre de contraintes. Entre autres, dans les programmes de francisation, on sent que c'est des programmes qui auraient besoin d'être plus souples, mieux adaptés, et qui, en ce moment, malheureusement, on voit des taux d'abandon spectaculaires, taux d'abandon de participation. Je ne dis pas des gens qui arrêtent de se franciser complètement, mais qui laissent tomber les cours en cours de route. Et qui abandonne? Est-ce que c'est l'immigrant qui a déjà un emploi dont le français n'est peut-être pas utile à son travail? Est-ce que c'est des gens qui sont avancés d'un certain âge et qui se disent, bon, j'en aurais peut-être moins besoin? Qui sont ces gens qui abandonnent? La priorité... Mentionner qu'il vous reste un peu plus d'1 minute. D'accord. Les gens qui abandonnent les cours de français, c'est souvent pour des impératifs économiques. Donc, quand il faut manger, on fait un choix.
puis on se dit, je vais laisser tomber les cours de français et je vais travailler. Et croyez-moi, c'est assez facile de travailler à Montréal. Je ne vous dis pas que vous allez devenir VP d'une compagnie, là, mais trouver un emploi alimentaire, quand on ne parle pas français, ça se fait très facilement. Donc, les motifs d'abandon, c'est souvent lié à des impératifs économiques, comme je disais. Ce n'est pas nécessairement une question d'âge, quoique c'est sûr que plus on avance en âge, puis je suis obligé d'avouer, on est moins souple. Donc, apprendre une nouvelle langue, c'est plus difficile, c'est clair. Et dans certains cas, on se décourage, on abandonne, on laisse tomber. Donc, il n'y a pas qu'un facteur, il y en a plusieurs. Ces minutes ont été très enrichissantes. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Merci. J'invite maintenant la députée de Saint-Henri-Saint-Anne à prendre la parole. Merci. Nous avons plusieurs collègues ici qui veulent prendre la parole. Alors, merci d'être avec nous. Première question que j'ai pour vous, juste pour qu'on comprenne bien, dans les dernières années, vous qui avez évolué, on a la chance d'avoir des gens qui connaissent le milieu depuis longtemps. Quelles sont les grandes différences dans les 5 dernières années que vous avez vues sur le terrain en matière d'intégration des immigrants? Si vous en avez vu, partagez avec nous. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé dans les dernières années? Si je peux me permettre, oui. Moi, je vais commencer d'abord par parler du marché de l'emploi que je connais à titre comme représentant d'un cabinet de recrutement. Ce que je juge qui se passe présentement est certainement causé par la pénurie d'emploi. Même dans les secteurs que nous représentons, qui ne sont pas nécessairement des secteurs technologiques, on s'aperçoit que la période de carrière avant de pouvoir changer d'un emploi à l'autre est de plus en plus courte. Quand j'ai commencé, disons même il y a 10 ans, mais même il y a 5 ans aussi, il y avait encore des employeurs qui nous disaient, je ne considérais pas ce candidat-là, qu'il soit une personne immigrante ou non, parce que son dernier emploi, il n'est même pas là depuis 2 ans, ou il n'est même pas là, il n'est pas resté dans son dernier emploi depuis 3 ans. Alors, la loyauté à l'emploi était vraiment valorisée. Aujourd'hui, en situation de pénurie de talent, l'employeur va dire « Ah, il a fait 1 an à l'autre endroit, je m'en fous, je veux l'engager ». Alors ça, c'est la situation d'emploi plus globale. En termes, évidemment, ce que je vous dirais en termes de plus de l'embauche de personnes immigrantes, ce que je constate, c'est qu'il y a lentement une volonté de les accueillir, mais les barrières systémiques existent encore à l'entrée, malheureusement, et les employeurs sont encore frileux et amplifient la complexité du processus d'immigration. Alors ça, c'est ce que j'observe du côté de l'emploi. Maintenant, René, tu peux... Peut-être un mot sur l'amplification de la complexité du processus, c'est qu'il y a une méconnaissance de la part des employeurs par rapport aux différents statuts d'immigration. Et je vais prendre un exemple parce que une des grandes différences, c'est qu'on a vu apparaître au Québec une réalité qu'on avait déjà connue, mais qui est arrivée massivement à l'été 2017, c'est l'arrivée des demandeurs d'asile. Et ça a changé le paysage. Chez nous, chez ALPA, on a dit qu'on était près du stade olympique. Qu'est-ce qui a frappé l'imaginaire collectif? C'est quand on a vu le stade olympique converti en centre d'hébergement. Et là, nous, on est sur P9, 3 coins de rue du stade. Donc, on a eu beaucoup de demandeurs d'asile qui sont venus chez nous. Les demandeurs d'asile, si vous n'êtes pas familiers, ils n'ont pas droit à beaucoup de services dans les organismes communautaires. Nous, on a fait le choix de leur en offrir, pas au détriment de la clientèle qu'on dessert normalement, mais en surplus. Donc, on est allé chercher des ressources du secteur privé pour nous appuyer, pour créer des ressources qui aident les demandeurs d'asile. Ça, c'est une réalité qui a changé dans les 5 dernières années. Il y a beaucoup plus de demandeurs d'asile. Une autre réalité, c'est la complexité des besoins. Les besoins se sont complexifiés au cours des 5 dernières années. Il y a des réalités qui ont changé. Les immigrants, avant, ils n'arrivaient pas chez nous avec un téléphone cellulaire. Et là, vous allez vous dire, mon Dieu, on a un peu cette image de la personne immigrante qui a de la difficulté à vivre. Les téléphones cellulaires à travers le monde, il y a beaucoup d'endroits où c'est plus facile d'en obtenir qu'ici et ça coûte moins cher. Donc, quand ils arrivent ici, ils vivent un petit choc culturel, un choc financier, de voir combien ça coûte. Mais il y a eu donc toute une évolution dans le visage, dans le profil des personnes immigrantes et elles arrivent avec des objectifs, dans certains cas, qui sont beaucoup plus clairs par rapport à l'accompagnement dont ils ont besoin. Mais je vais dire dans certains cas parce que, meilleur exemple, les Français, détenteurs de PVT qui arrivent au Québec et qui ont souvent l'impression que eux, parce qu'ils sont Français, qu'ils parlent français, ils n'ont pas besoin de conseils en intégration.
Ils ont juste à s'installer sur le plateau Mont-Royal, puis tout va se faire tout seul. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la diversité des besoins, la complexité des profils fait en sorte que l'expertise des organismes comme le nôtre, c'est d'autant plus important. Bien que je pense que sur le plateau Mont-Royal, il y a quand même un peu de vrai là-dedans. mais écoutez, il y a une chose qui me semble se produire présentement, puis je pense que tous les parlementaires devraient être très sensibles à ça. Le milieu économique se transforme à vitesse grand V au Québec. Et même si on aime dire que c'est du simple au double dans les taux de chômage des immigrants 0,5 ans, la réalité, c'est que c'est en chute drastique et rapide. Parce que nécessité fait loi. Hein. À un moment donné, les gens, comme vous le disiez tout à l'heure, les employeurs vont aller recruter les gens. Et il me semble qu'il faut qu'on ait un degré d'agilité dans notre système. On ne peut pas toujours utiliser... C'est pas évident de faire ça à l'Assemblée nationale avec les projets de loi, mais il faut qu'il y ait une agilité dans le système qui nous permette d'aller chercher, d'aller recruter des gens. Moi, j'ai l'impression que le phénomène de pénurie de main-d'œuvre, c'est terriblement accéléré. Et j'ai l'impression qu'il ne va faire que s'accélérer dans les prochaines années, dans les prochains mois, et que notre responsabilité, c'est de nous assurer d'être beaucoup plus agressifs, non seulement en matière d'intégration, mais en matière d'accueil. Et là, je vous amène sur les seuils d'immigration, parce que j'aimerais vous entendre là-dessus quand vous parlez des seuils d'immigration par rapport aux pénuries de main-d'œuvre. Il me semble qu'on va dans la mauvaise direction. Et que c'est l'économie qui nous dicte aussi qu'on va dans la mauvaise direction. Très contente de vouloir mettre plus d'argent en matière d'intégration, mais j'aimerais vous entendre sur cet enjeu-là. Deux choses que j'aimerais dire. La première, c'est, oui, il y a une diminution du taux de chômage. Les immigrants trouvent du travail, mais il y a une précarité d'emploi qui est très présente. Et là-dessus, je pense qu'il faut être attentif pour ne pas combler des emplois de façon des emplois qui finalement, où règne une certaine précarité. Ça, c'est une chose. Dans le projet de loi, on fait beaucoup un arrimage entre les emplois et les gens. On a entendu qu'il y a un besoin de main-d'œuvre non spécialisée au Québec. Oui, effectivement, mais je ne pense pas qu'il faut uniquement se tourner vers l'immigration pour combler ces postes-là, parce que ce serait faire fausse route à moyen terme puis à long terme. Notre société s'enligne vers une société du savoir et il y a un certain nombre de gens qui naissent aujourd'hui dont les jobs n'existent même pas au moment où ils viennent au monde parce que ça va apparaître dans les prochaines années. Donc, si on recrute des gens qui sont non spécialisés et qu'on compte uniquement sur l'immigration pour combler ces postes-là, qu'est-ce qui va arriver quand il y a une machine qui va remplacer cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là? Et moins on est éduqué, moins on a de compétences transférables, moins on est mobile en termes d'emploi, et c'est des gens qui risquent de revenir au crochet de la société parce qu'ils auront été mal accompagnés au départ. Donc, ce que vous dites, c'est oui, il faut arrimer davantage, j'en suis, mais attention, parce que le 2/3 des emplois qui sont des emplois qui nécessitent moins de formation, si on fait juste ça, on va se créer, on s'achète du trouble à long terme, on s'achète des problèmes. Je veux revenir sur votre question de la précarité, qui à mon avis, est très intéressante. C'est que quel est le meilleur outil pour combattre la notion de précarité d'emploi aujourd'hui? Parce que les taux de chômage, comme je disais, sont en baisse drastique. Quels sont les gestes à poser pour penser la précarité? Est-ce que c'est la transformation de l'économie qui va faire en sorte qu'au bout du compte, on va être capable d'avoir des emplois moins précaires? Bien, il y a ça. Vas-y, Eric. J'allais juste dire, de manière générale, sur le marché de l'emploi, ce qu'on constate, c'est un espèce de phénomène de vase communicant. C'est un emploi précaire ici devient un emploi intéressant ailleurs, particulièrement avec toute l'évolution technologique en ce moment. Alors ça, c'est du côté de l'emploi de mon marché, mais René veut peut-être... Ici devient un emploi intéressant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs emplois qui deviennent assez transitoires de par la technologie qui évolue assez rapidement. D'accord. Alors, on perd un emploi là qui redevient un nouvel emploi là, mais il a évolué légèrement. D'où la nécessité d'avoir des gens qui sont capables de franchir les étapes également avec la transformation technologique. À mon avis. D'accord. Et c'est vrai, à mon avis, pour les personnes immigrantes, mais c'est aussi vrai du marché de l'emploi que je constate. Donc, l'agilité des gens. L'agilité, la transformation numérique, la capacité de vite s'adapter au changement, c'est quelque chose qui est très, très existant aujourd'hui. Excellent. Parfait. L'accès à des outils technologiques, etc. aussi.
Merci. Je sais que mes collègues ont d'autres questions. J'en aurais d'autres, mais je vais céder la parole à... Oui, absolument. Je cède la parole à la députée de Bourassa-Sauvé. Merci. Merci à vous. Oui, Bourassa-Sauvé, Montréal-Nord. Alors, toute la problématique des nouveaux arrivants, on la connaît à Montréal-Nord. Mais en fait, je voulais continuer sur la même lancée que mon collègue de Beau-Sud, qui malheureusement n'est pas ici, mais c'était une discussion très intéressante, justement sur la francisation, sur l'intégration. Vous disiez que après 5 ans, on a l'impression que la personne est intégrée, mais souvent, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Dans Montréal-Nord, dans Bourassa-Sauvé, il y a des multiples cas d'Italiens, justement, qui sont arrivés et pour des raisons économiques, ils ont dû travailler. Et puis, ça a pris du temps, mais en bout de ligne, ils l'ont appris, le français. On est ici pour mieux comprendre toute la problématique parce qu'on va regarder un à un les articles du projet de loi. Et il y a un article, l'article 9, qui veut insérer un article qui s'appelle 21.1 qui ajouterait des conditions à la résidence permanente. Des conditions à la résidence permanente, c'est-à-dire on dit que le ministre peut imposer à l'immigrant des conditions qui affecteraient la résidence permanente, conférée en vertu de la loi, afin d'assurer, entre autres, toutes sortes de choses, dont l'intégration linguistique, sociale et économique du ressortissant. On avait les gens de la maisonnée ce matin, et on parlait de ça. On se disait que, finalement, l'immigration, c'est pour un individu qui vient ici, c'est plus que juste une job, mais c'est vraiment tourner la page, commencer un nouveau chapitre, construire une nouvelle vie ailleurs, et cette personne-là a besoin d'un minimum de sécurité pour aller plus loin, pour bien s'intégrer. Quelle est votre impression? Est-ce que mettre des conditions à la résidence permanente, c'est une bonne idée pour l'intégration d'un individu? De manière générale, moi, je crois beaucoup aux mesures incitatives et encourageantes. OK. Donc, si on veut intégrer, franciser, la réponse est claire, c'est pas nécessaire. Okay. En fait, je dirais que en 35 ans d'histoire, ALPA, on a beau être des spécialistes, mais on ne détermine pas les politiques publiques. On applique les paramètres. On s'est toujours adapté aux paramètres qui nous ont été transmis. Donc, on le fera encore dans le contexte actuel. Si vous me demandez, et c'est ce que vous faites, est-ce que c'est une bonne idée d'imposer des conditions? Moi, je pense que non, dans la mesure où quand on dit 3 ans, 3 ans qui est la période nécessaire à obtenir la citoyenneté canadienne, ça va peut-être faire en sorte que ces gens-là vont décider de partir ailleurs s'ils échouent le test de français. Par contre, comme on ne connaît pas en ce moment-ci le niveau d'exigence du français qui va être demandé, est-ce que c'est un niveau de base? Est-ce qu'un niveau... Donc, c'est difficile de se prononcer clairement. Après ma barre, pas favorable, mais tout dépendant de ce que ce sera sur le terrain, comment ça va se transposer. Dans le parcours du combattant, là, quand il est ici, il y en a des tests à différents moments de son intégration, non? En tout cas, on évalue d'une certaine façon... Oui, ouais. Les gens qui entreprennent le processus de francisation dans les cours qui sont offerts par le Midi passent un examen à la fin de chaque niveau. Puis, oui, tout à fait. Donc, tout à fait, ça existe. Alors, quoi faire pour s'assurer d'une bonne intégration? En fait, quel est le rôle des organismes communautaires comme le vôtre pour une bonne intégration d'un immigrant? Est-ce qu'un organisme comme le vôtre devrait prendre le leadership ou ce leadership-là devrait venir du ministère? En francisation? Oui, en francisation, en intégration générale. Nous croyons vraiment au parcours personnalisé et mené par des experts. En ce sens, nos 22 spécialistes sont très, très bien équipés, à notre avis, pour faire ça, d'autant plus qu'ils sont polyglottes. Mais il y a une réalité, c'est que depuis nombre d'années, le ministère ne rend pas de service direct aux personnes immigrantes, dans le sens que quand les immigrants qui arrivent à Montréal, ils ne vont pas au bureau du ministère de l'Immigration pour recevoir des services. Le ministère a
développer des ententes avec des organismes qui rendent ces services-là directement aux personnes immigrantes. Donc, je pense qu'à ce moment-ci, c'est ce que j'entendais tout à l'heure de la bouche du ministre, on veut pas le Midi ne veut pas se substituer aux organismes, veut travailler en partenariat avec les organismes. Donc, moi, je pense qu'on pourrait jouer, on joue déjà ce rôle-là, mais on pourrait continuer à le jouer. Puis, dans l'établissement des parcours personnalisés, je pense que les mieux placés pour faire ça, c'est les organismes comme ALPA, qui ont l'expertise, qui ont l'expérience, qui ont la connaissance, qui ont la capacité, le lien de confiance dont il a été question ce matin avec les gens de la maisonnée, le lien de confiance qui se crée avec une personne immigrante qui arrive, qui n'a pas de réseau, qui ne connaît personne. Son réseau, là, ça devient son intervenante sociale qu'elle rencontre et avec qui il y a un lien qui se crée. Bien, c'est là que la confiance fait en sorte qu'il y a un parcours personnalisé qui va être mieux réussi que si c'est fait par quelqu'un qui est dans un petit bureau quelque part à l'aéroport. Là. Et si je peux me permettre, qu'on permet de suivre... C'est pour vous dire qu'il vous reste 1 minute. Oui. Qu'on peut suivre dans le temps et évoluer à la lumière des enjeux vécus par la personne immigrante. Brièvement, pour résumer, pour le ministre qui n'était pas ici, l'idée d'une condition à la résidence permanente, pas nécessairement une bonne idée pour aller vers une certaine... Sans en connaître les détails puis les subtilités au moment où on se parle. Donc, sur le principe, on est plus favorable à des mesures incitatives qu'à des mesures contraignantes. Merci. Merci beaucoup. Je cède la parole à la députée de Marie-Victorin. Merci, Madame la Présidente. Merci pour la présentation. Mes questions porteraient sur la question de la francisation. Vous avez fait mention qu'il y avait environ 40% des nouveaux arrivants au Québec qui ignoraient tous des services d'accueil et d'intégration, à Montréal spécifiquement. Quand on sait que globalement au Québec, il y a environ 2/3 des personnes immigrantes qui, en arrivant ici, ne s'inscrivent pas en francisation. Puis là, je parle seulement pour celles qui ne maîtrisent pas le français. Est-ce que vous pensez que ceci explique cela? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de connaissances sur les services qui sont offerts? Il y a plusieurs raisons, à mon avis. La méconnaissance des services, c'est la première. Quand on ne sait pas que ça existe, on ne peut évidemment pas s'y rendre. La deuxième, c'est que les programmes de francisation manquent de souplesse. Donc, les programmes de francisation doivent être, en ce moment, si vous arrivez au Québec et que vous manquez le début de la session, parce qu'en ce moment, c'est organisé comme au cégep. Vous manquez le début de la session au cégep, vous êtes obligé d'attendre la session d'hiver. En francisation, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe pendant les 12, 13, 14 semaines où vous ne suivez pas de cours de français? Êtes-vous assis chez vous à attendre la prochaine session? Non, parce qu'il faut vivre. Vous avez vous à nourrir, vous avez peut-être une famille à nourrir. À cet égard-là, vous allez trouver un emploi. Et l'image que souvent je fais, c'est que c'est comme quelqu'un qui décroche de l'école puis qui se dit « je vais arrêter, je vais travailler 1 an, puis après ça, je vais retourner aux études. » Décrochage scolaire. Donc, décrochage de francisation, c'est la même chose. Donc, le fait que tous les programmes partent en même temps partout, c'est pas idéal. Donc, selon vous, ça devrait être mieux adapté et qu'on puisse commencer des cours de francisation quand on arrive au Québec? On continue et dans une approche plus souple, plus personnalisée, qui va faire en sorte que les gens vont mieux se franciser, oui. Puis, est-ce que vous avez constaté un manque de place, tout simplement, aussi dans les cours de francisation? Dans notre cas, en ce moment, notre programme de francisation arrive au maximum de ses capacités, mais c'est des questions de locaux, là. Mais je sais que dans le réseau, il y a encore de la capacité pour en prendre davantage. Ce qui est problématique pour nous, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est le taux d'abandon. Et il faut donc revoir les programmes pour diminuer les taux d'abandon, puis comprendre pourquoi. Pourquoi les gens abandonnent, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir, pour diminuer ces taux-là. Parce que ça, c'est assez endémique, là. Je vous parle de taux, là, chez nous, qui peuvent aller parfois à 60% des élèves, 66% des élèves qui lâchent leur cours de français en cours de session. Puis, si je peux me permettre aussi, c'est juste important de rappeler que nous ne sommes que des prêteurs de locaux dans ce dossier-là. Donc, dans le sens où nous, on n'intervient pas sur les programmes, sur les formules et tout. On a une entente avec le Midi, puis on opère les cours tels qu'ils sont formulés et qui sont donnés par les enseignants embauchés par le Midi. Et sur la question de l'abandon, est-ce que vous diriez que
Les tests de classement qui ont connu des ratés ont beaucoup à voir avec les taux d'abandon parce que les contacts qu'on avait avec les professeurs pouvaient laisser sous-entendre ça, en tout cas en partie. Il s'est dit beaucoup de choses sur le test de classement. Il y a eu une levée de bouclier assez importante quand ça a été imposé. Il vous reste près de 30 secondes. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Le son de cloche qu'on a eu récemment, c'est que ça allait être abandonné, puis on allait revenir à une évaluation personnalisée avec un individu. Donc, je ne sais pas si le test de classement a vraiment été si problématique parce qu'il n'y avait pas tant de reclassement en plus par rapport à ce qu'il faisait avant. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Je cède maintenant la parole au député de Laurier-Dorion. Bonjour. Moi, j'aimerais vous entendre parler des 18 000 dossiers qui vont être annulés. Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Est-ce que beaucoup de ces gens-là travaillent, ne travaillent pas? Est-ce qu'ils risquent de quitter? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? 18 000 aussi, vous avez entendu parler de ça, vous? Écoutez, j'aurais envie de vous dire que, évidemment, c'est une décision qui relève... nous, les impacts qu'on ressent, en fait, sur le terrain, puis je vais revenir à ce qu'on est. On est un organisme qui fait de l'intégration puis de l'accompagnement. On ressent de l'inquiétude, on ressent de l'incertitude, on entend les gens qui viennent vers nous et qui s'inquiètent de leur sort, à juste titre, et on n'a pas l'information à ce moment-ci pour les réconforter ou les orienter pour leur dire « ce qui va arriver avec vous, c'est telle chose ». On ne le sait pas. Donc, puis je vais corriger tout de suite pour dire qu'on ne parle pas chez nous de dossiers, mais on parle de personnes. Donc, ces 18 000 dossiers-là, comme on parle, on n'est pas en train de parler de boîtes dans une salle d'archives, on est en train de parler d'êtres humains. Et nous, dans nos valeurs, l'humanisme, c'est la valeur numéro 1. Donc, si vous dites, est-ce que c'est inquiétant pour ces gens-là? Oui. Est-ce qu'ils nous en parlent? Oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. Que de constater qu'on espère en tout cas qu'il va y avoir une révision de cette question-là. Concernant la question, on a beaucoup parlé de la question de la discrimination systémique, donc non pas une discrimination directe, mais on dirait que la nécessité fait loi. Les employeurs n'ont plus de complexe à embaucher des personnes issues de la diversité, surtout les minorités visibles, ce qui est une bonne chose, mais ces gens-là se retrouvent en entreprise aujourd'hui. Vous dites que ça prend un engagement des entreprises. Qu'est-ce que vous voulez dire là, par... ça se traduit comment concrètement cet engagement-là? L'engagement partagé des entreprises dans ce contexte-là, c'est une démarche réelle de gestion de la diversité. Donc, une politique de gestion de la diversité, une formation des équipes de travail, des collègues de travail qui ne vont pas stigmatiser ou ostraciser une personne qui est issue de l'immigration. Donc, pour nous, là où les employeurs ont un rôle à jouer, c'est un rôle de facilitateur dans leur milieu de travail pour faire en sorte que le maintien en emploi, ce qui est un enjeu majeur en ce moment, le maintien en emploi puisse être corrigé, puisse avoir des meilleurs taux de succès, plutôt ce que je devrais dire, en permettant au milieu qui accueille des gens issus des minorités visibles de se sentir bienvenus puis inclus dans le milieu de travail. Vous pensez que l'État devrait appuyer l'accompagnement des entreprises? Je pense que définitivement, l'accompagnement, c'est la meilleure formule. Les employeurs sont déjà submergés de plein de choses à faire. S'ils n'ont pas d'accompagnement, il y a fort à parier que ça ne va pas être une priorité, puis ils ne vont pas réussir à le faire seuls. Ils ont besoin d'aide. Et certainement, nous lançons dans cette direction-là avec une nouvelle direction du service aux entreprises. Alors, nous sommes également équipés pour le faire. Il vous reste 30 secondes. On va continuer dans cette direction-là. Et je pense que le milieu, c'est important que les employeurs aient de l'aide là-dedans parce que c'est des situations qui sont complexes. Nous, c'est notre quotidien. Je ne peux pas demander à un employeur de comprendre toutes les subtilités qui vont faire en sorte qu'on va désamorcer des situations qui pourraient être problématiques en termes de racisme systémique ou de discrimination. Je vous remercie pour votre dynamique contribution aux travaux de la Commission. Je suspends les travaux pour quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre la place. Merci.